Alors je procéderai en plusieurs étapes en vous parlant tout d'abord, en vous apportant un éclairage sur les routes de commerce séculaires par lesquelles les épices arrivaient en Europe à l'époque antique et jusqu'à l'époque médiévale. Ensuite, je vous parlerai de la quête d'une route maritime de commerce vers l'Asie, puisque l'histoire des compagnies des Indes s'inscrit dans un continuum historique qui prend sa source à cette époque. Et je vous parlerai évidemment des précurseurs, en fait, ou du précurseur des compagnies des Indes, qui est l'Estado da India, qui vraiment ouvre cette route des épices maritimes en Asie. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément des compagnies des Indes, la compagnie hollandaise, bien entendu, qui a eu un monopole important sur le commerce des épices. Et puis, je conclurai avec la compagnie française et, je dirais, son incapacité notoire à se faire une place importante dans ce commerce des épices. Et donc, par ce commerce des épices qu'elle n'a pas pu, je dirais, réaliser complètement, elle a trouvé un autre Eldorado, celui du textile indien. Voilà. Donc, ce sera... je dirais, les différentes thématiques que j'aborderai dans cette conférence. Alors, on a 1 heure ou 1 heure et quart? Je crois que c'était 1 heure et quart. 1 heure. Ouh là là. Voilà, ne perdons pas de temps. Alors, depuis la lointaine Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les épices et bien d'autres marchandises asiatiques, les soies, les céramiques, le jade, l'ambre de Chine, la cannelle, les perles de Ceylan, les mousselines de coton, le poivre, les pierres précieuses de l'Inde, la muscade, et pas que de l'Inde d'ailleurs, puisqu'on le voit bien dans l'exposition que vous présentez ici au Muséum, parviennent jusqu'au port de la côte est de la Méditerranée grâce à un système de réseau de marchands et d'entrepôts qui s'étire depuis la Chine en passant par l'Indonésie, l'Inde, l'Arabie, jusqu'à la Corne de l'Afrique et les échelles du Levant. Constantinople, Smyrne, Alep, Tripoli, Chypre, Le Caire, Alexandrie, qui ensuite diffusent sur cette carte quelques itinéraires. Cet espace de circulation des êtres et des marchandises qui englobe tout le plateau continental eurasiatique sera identifié au XIXe siècle sous le nom des routes de la soie. Les itinéraires sont multiples, terrestres et maritimes, et ces routes fonctionnent souvent en système de balancier lorsque des tensions politiques ou des conflits perturbent certains passages. Alors, des découvertes archéologiques récentes montrent, par exemple, que des quantités considérables de poivre rouge étaient expédiées directement depuis le Kerala, en Inde, dans le sud de l'Inde, jusqu'au port de la mer Rouge. Et les épices circulent très tôt sur ces routes, en fait, depuis l'Asie vers l'Europe. Et on a des découvertes archéologiques récentes, vraiment très récentes, qui font remonter la présence de poivre en Europe au 8e siècle avant notre ère. Notamment, on en trouve dans les camps militaires en Allemagne, en Angleterre, pas très régulièrement, mais on en a trouvé dans plusieurs lieux. Et en Europe, plusieurs sites archéologiques de l'époque romaine montrent également l'utilisation du poivre. Et en France, alors il me semble que la première mention de poivre par un site archéologique, c'est à Limoges et à Nintré, près de Poitiers. Et là, nous sommes au IIIe siècle de notre ère. Donc vous voyez que ces routes ont permis l'arrivée de ces marchandises, en fait, très très tôt. Ces routes ont jeté un pont entre l'Europe et l'Asie. Elles ont irrigué une multitude de royaumes. Ceux-ci ont agi dans la longue durée pour permettre cette interaction commerciale qui a favorisé les contacts diplomatiques, religieux, scientifiques et artistiques. Et ces routes restent la voie principale de commerce jusqu'au XVe siècle, époque des découvertes des voies de circumnavigation et des premières expéditions maritimes portugaises vers l'Asie. Alors, l'outil principal de ces routes terrestres de la soie, vous l'avez sous les yeux, c'est le chameau qui peut transporter jusqu'à 200 kilos de marchandises un jour sur 2. Voilà, dans des conditions climatiques difficiles qui sont celles des routes de la soie, puisqu'il faut traverser de nombreux déserts. Alors, ce commerce, il est effectué par qui ? Au 7e siècle, l'apparition de l'islam dans la péninsule arabique donne naissance au monde musulman, dont le rayonnement s'étend rapidement au bassin méditerranéen.
les commerçants musulmans prennent peu à peu le contrôle du commerce avec l'Afrique et l'Asie, à l'exception notable des places commerciales de l'Empire byzantin, où s'approvisionnent les puissants marchands vénitiens et génois. C'est eux qui font le trajet, je dirais, depuis l'extrémité occidentale de la Méditerranée jusqu'en Europe. Le déclin progressif de l'Empire musulman à partir du XIe siècle, en dépit du soutien des croisés, s'achève avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Le commerce d'Asie passe à ce moment-là sous domination arabo-musulmane. Pendant la période médiévale, ce commerce des épices est donc aux mains des puissances islamiques du Levant et de l'océan Indien, qui trouvent dans les cités italiennes le relais pour diffuser les épices vers l'Europe. Venise et Gênes se sont spécialisés dans ce commerce d'Orient et redistribuent ces biens rares, luxueux et coûteux vers l'Europe, ces biens qui restent évidemment l'apanage de quelques puissants ou des élites. Alors, à cette époque, à l'époque médiévale, on a une connaissance assez parcellaire, en fait, de la localisation de ces épices. Depuis Marco Polo, depuis son voyage, la côte ouest de l'Inde, la côte de Malabar, donc, est connue pour être une zone de production de poivre. Voilà ce qu'en dit Marco Polo. Il y a dans ce royaume grande quantité de poivre, de gingembre, de cannelle. Le poivre provient également de Bornéo et de Sumatra. La localisation de la cannelle, principalement produite à Ceylan, était par contre très incertaine à l'époque médiévale. Quant aux îles aux épices, situées dans l'archipel des Moluques, et cet archipel qui comprend environ 600 îles volcaniques, à la pointe sud-est de l'Indonésie, et qui a la particularité de voir pousser donc, dans ces îles deux épices, la muscade et le clou de girofle. C'est le seul endroit au monde à cette époque-là où poussent ces épices. Donc l'existence de cet archipel relève plutôt du mythe, du légendaire, plutôt que de la connaissance réelle. Néanmoins, c'est bien là que poussent ces épices de manière exclusive. Donc ces épices les plus rares, les plus chères, et donc très très recherchées déjà à l'époque médiévale. Alors pourquoi ces épices ont une valeur si importante? Je vous l'ai dit, elles sont rares, elles viennent de pays méconnus. Elles sont prestigieuses en raison surtout, non pas de leur apport, je dirais, dans le domaine du culinaire, qui est important, mais en vertu surtout de leur usage dans la médecine. À l'époque médiévale, on est sur un système, alors j'avais quelques images, voilà, de la récolte du poivre, de la récolte de la muscade. Donc à l'époque médiévale, c'est la médecine de Galien qui est fondée sur la théorie des humeurs qui règne en maître. Et selon cette théorie, le corps est constitué de 4 humeurs. Je vous résume ça rapidement, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais il y a le sang, le flegme ou la lymphe, la bile jaune et la trabile. Et toutes ces humeurs doivent être absolument équilibrées pour que la personne soit en bonne santé. Alors ces humeurs, elles possèdent des qualités, elles sont chaudes, froides, sèches ou humides. Et tout déséquilibre mineur entraîne justement des sautes d'humeur. Et tout déséquilibre majeur menace la santé du sujet. Par exemple, un bileux, il est dit qu'il est enclin à la colère parce que cette humeur, elle est réputée en association avec le feu, elle est chaude et sèche. Un atrabilaire, lui, en association avec la terre, le froid et le sexe, se dit de celui qui a une bile noire, et cette bile-là, noire, le rend triste et chagrin. Donc quand une humeur l'emporte sur toutes les autres ou que son influence est excessive, les maladies psychiques et physiques surviennent. Donc les traitements sont calculés pour rétablir l'équilibre et les régimes, notamment alimentaires, pour le maintenir. On peut corriger l'excessive froideur des vieillards en leur faisant boire un peu de vin. Mais il faut éviter que les jeunes n'en boivent trop, parce que eux, au contraire, ils ont une chaleur excessive que le vin viendrait démultiplier. Donc, lorsqu'une humeur fait défaut, on peut y remédier par une nourriture appropriée. Ainsi, un tempérament flegmatique, par
exemple, qui est en association avec l'eau, le froid et l'humide, ne devra surtout pas manger trop de poisson, qui lui aussi vient d'un milieu froid et humide. Donc vous avez bien compris que dans cette médecine, les épices qui sont associées à la chaleur, au réchauffement, vont avoir une importance médicale forte, puisqu'elles vont être employées dans les élixirs pour justement rétablir les humeurs. Donc c'est pourquoi ces marchandises sont coûteuses et qu'elles vont ensuite produire ce qu'on appelle un lucre important, c'est-à-dire qu'on pourra les acheter peu cher en Asie et pour les revendre très très cher en Europe, il faut qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible et c'est là où ça dégage beaucoup de lucre, donc d'où le terme de marchandise très lucrative. Donc le poivre, voilà, on sait qu'il est là pour préserver les venaisons. Il est rehausseur de goût, il a des propriétés médicales nombreuses, il est utile à la digestion, il est bon pour les problèmes de fécondité, c'est un remède contre les poisons et un remède pour les yeux. Il est aussi employé comme tribut, très fréquemment, à l'époque médiévale. Voilà. Par contre, vous avez certainement entendu dire que Pline l'Ancien disait qu'il s'achetait au prix de l'or. On a souvent dit que les épices, et c'est souvent écrit dans les ouvrages consacrés aux épices, que celles-ci s'achètent au prix de l'or. Or, c'est une mauvaise interprétation de l'écriture de Pline. En fait, il faut comprendre que les épices s'achètent comme l'or, au poids. Voilà, c'est ça en fait. Moi-même, j'ai pu commettre cette erreur par le passé. Voilà, quelle autre épice? La muscade, le massis. Alors, elles viennent des îles Banda et de Ternate principalement, et elles sont bonnes pour le cerveau, la matrice des nerfs. Le clou de girofle, comme vous le savez, qui vient des Moluques, est antiseptique. La cannelle de Ceylan, elle est très utilisée également pour les vins aromatisés. Et on aromatisait beaucoup les vins à l'époque médiévale, puisqu'on ne savait pas encore en faire des vins de garde, je dirais. C'est pour toutes ces raisons que l'Europe s'entiche des épices. Elles ont aussi un rôle de marqueur social. Celui qui peut les présenter à sa table, évidemment, montre son pouvoir à se procurer des biens provenant des territoires lointains, méconnus, auréolés souvent de légendes fascinantes. Voilà, donc elles ont ce rôle de marqueur social. Et on comprend très vite que se procurer ces épices en Asie directement, en évitant les intermédiaires, pourrait générer des bénéfices extraordinaires. Donc, dans le contexte médiéval et religieux européen, il faut imaginer le contexte historique. Ce contexte médiéval est dominé par les croisades. Le commerce des épices est majoritairement aux mains des musulmans, je vous l'ai dit, donc des infidèles, donc des ennemis. Et pourtant, à cette période, l'attraction de l'Orient est très forte pour les Européens, que les croisades mènent justement aux échelles du Levant. À la convoitise des richesses se mêle le légendaire de lieux fantasmagoriques. Il s'agit de trouver l'Inde, c'est vraiment important, aux confins de laquelle est censé se trouver le paradis terrestre. Et qu'est-ce qu'il y a à côté du paradis terrestre? Les épices. Il s'agit également de trouver la fabuleuse Cathay, où les pierres précieuses poussent prétendument sur les arbres, ça on peut le lire dans Marco Polo, mais aussi et surtout le mystérieux royaume du prêtre Jean, en qui les souverains chrétiens espèrent trouver un soutien contre la pression musulmane. C'est vraiment une des quêtes qui va animer les Européens. Donc s'émanciper du monopole de commerce musulman devient l'objectif des royaumes de la péninsule ibérique, également en passe d'achever leur reconquista en chassant les musulmans de leur territoire. Ceux-ci, les Omeyyades, étaient présents sur la péninsule ibérique depuis 711. Ils avaient été arrêtés par les Francs dans leur, je dirais, remontée vers le nord. Et les Omeyyades avaient installé un émirat dont la capitale a été fixée à Cordoue. Donc à la fin de la période musulmane au royaume ibérique a lieu avec la chute de l'émirat de Grenade en 1492. C'est aussi la période très importante, 1492, c'est l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes. Et c'est après justement cette reconquista que les rois d'Espagne
obtiennent du pape le titre de roi catholique. Donc ils vont continuer la lutte contre les musulmans en Afrique du Nord. Et c'est vraiment cette guerre en fait contre les morts, cette volonté de s'émanciper de cette emprise musulmane qui anime les Portugais, bien sûr, lorsqu'ils vont partir en quête de cette route maritime vers l'Asie. Donc leur objectif est triple, supplanter les villes italiennes dans ce trafic, et particulièrement Venise qui s'est grandement enrichie grâce à ce commerce, étrangler financièrement les infidèles et financer cette guerre contre les infidèles par les richesses d'Orient qu'ils imaginent pouvoir obtenir. Alors, qu'est-ce qui va favoriser le Portugal au XVe siècle pour cette quête maritime? Évidemment, c'est sa situation géographique, à la pointe de l'Atlantique et de la Méditerranée. C'est aussi d'importants progrès en matière de construction navale, en matière de connaissances cartographiques, bien souvent acquises d'ailleurs ces connaissances au contact des pilotes arabes et justement qui eux sont en connexion avec le monde de l'océan Indien. Donc l'astronomie, les instruments de navigation se développent et tout cela va rendre plus sûre la navigation et va permettre aux Portugais de s'élancer vers le sud. Voilà. D'abord, ils vont vers, je dirais, l'Afrique du Nord, et puis petit à petit, ils vont descendre le long de la côte ouest. Alors, j'ai pas été tout à fait point sur mes images. Voilà, voilà nos Portugais en route vers les mers. Vous voyez donc les instruments de navigation qui sont présentés sur cette illustration. Donc petit à petit, ils vont découvrir la côte ouest de l'Afrique. Ils passent le fameux cap Bojador en 1435. Puis, pour aller vite, ils sont au cap de Bonne-Espérance en 1488. C'est Bartolomé Dias qui est le premier à franchir ce fameux cap, dit d'abord des tempêtes, puis de Bonne-Espérance, parce que l'un des envoyés justement vers l'Éthiopie pour essayer de trouver ce fameux prêtre Jean avait acquis la conviction qu'on pouvait rejoindre l'océan Indien, donc qui menait vers l'Inde, pas en contournant l'Afrique. Et en effet, ce sera chose faite en 1498, puisque Vasco de Gama rejoint Calicut sous la conduite de pilotes arabes et de cosmographes, alors que la légende, là aussi vous allez le lire très souvent dans certains ouvrages, on fait coïncider, je dirais, le plus grand des marins portugais, Vasco de Gama, avec le plus grand des cosmographes arabes, Ibn Majid, qui aurait été enrôlé à Malindi au Kenya et qui lui aurait révélé les secrets de la navigation dans l'océan Indien. Donc c'est la mousson qui souffle 6 mois d'un côté et 6 mois de l'autre. Bon, ça c'est la légende qui a été démontée, je dirais, par un des grands historiens indiens, Sanjay Subramanian. Donc non, Vasco de Gama trouve effectivement un pilote, mais ce n'est pas Ibn Majid. Ce serait trop beau que ces deux personnages très importants se soient retrouvés sur ce même bateau. En tout cas, Vasco de Gama arrive le 21 mai 1498 à Calicut. Et là, ce que l'on sait, c'est qu'il envoie un membre de l'équipage à terre, et pour lui, c'est la stupéfaction, parce qu'il rencontre 2 marchands tunisiens. Voilà. C'est une déconvenue de taille, mais c'est aussi un avantage parce qu'ils vont pouvoir échanger dans un rudiment de génois ou de castillan. Et le récit, en tout cas, autour de ce voyage de Vasco de Gama, dit que ce membre d'équipage, une fois arrivé à terre, quand les Tunisiens lui demandent ce qu'ils sont venus faire là, il répond « Nous sommes venus chercher des chrétiens et des épices.
Donc l'ambition portugaise, vous voyez, que je vous ai décrite, est résumée dans cette phrase laconique. Vraiment, c'est on veut retrouver les chrétiens pour qu'ils nous aident à combattre les musulmans, et puis on est aussi à la recherche des richesses d'Asie qui sont à l'époque vraiment associées aux épices. Et grâce à cette arrivée de Vasco de Gama en 1498 en Inde, eh bien, c'est une nouvelle route maritime qui est créée, je dirais. En tout cas, elle relie directement l'Europe à l'Inde, et ça va permettre évidemment aux Portugais de s'émanciper des nombreux intermédiaires qui se situaient sur toutes ces routes de la soie. Ils s'émancipent également des Italiens. Alors Vasco de Gama va effectuer 2 voyages en Inde. Alors, on nous dit que le second voyage aurait rapporté 6 fois sa mise, le troisième pour lequel il ramène plusieurs milliers de quintaux d'épices, dont 5000 tonnes de poivre, aurait produit 400% de bénéfices. De quoi faire bien des envieux en Europe, vous l'imaginez. En 1521, alors la progression des Portugais va être assez rapide en Asie. Là, je vous montre une gravure qui est au musée de la Compagnie des Indes, qui représente dans la partie haute Calicut, hein, le port dans lequel est arrivé Vasco de Gama. Et dès 1421, les Portugais sont dans les Moluques, la terre des muscades, du massis et du clou de girofle. Donc, les Portugais sont les seuls Européens à pénétrer pendant un siècle l'espace maritime et commerçant, compris depuis la côte est africaine, le golfe Persique, l'océan Indien, le golfe du Bengale, le sud-est asiatique, jusqu'à la mer de Chine et du Japon. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont mettre en place une politique de conquête de petits sites fortifiés dans le Mozambique, à Mascate, Ormuz, Cochin. Cette politique est menée dès le début du XVIe siècle par notamment deux Portugais très connus que sont Almeida et Albuquerque. Et à partir de 1511, cette petite politique de conquête de sites fortifiés prend une toute autre dimension quand ils vont prendre cette fois par la force le grand emporium malais, Malacca. Et pour citer Sanjay Subrahmanyal, on peut dire que les Portugais s'emploient à faire du commerce là où c'est possible et faire la guerre là où c'est nécessaire. En un demi-siècle, l'entreprise royale de l'Estado da Índia se taille une place de choix au sein des réseaux marchands cosmopolites d'un territoire immense allant de la côte est de l'Afrique à Nagasaki au Japon et se trouve sur toutes les zones de captage des diverses richesses de l'Asie. Goa, sur la côte ouest de l'Inde, devient la capitale de cette thalassocratie. Et en effet, bien que partiellement unifiée par les empereurs moghols de 1535 à 1700, l'Inde conserve nombre de sultanats dont l'allégeance au pouvoir central n'est pas toujours acquise. Et contrairement à certaines communautés, notamment aux Ottomans, les Moghols ne s'opposent pas à l'installation des Portugais en Inde à partir de 1509. L'Estado da Índia, c'est donc un réseau de forteresses côtières reliées par les nos des reis, c'est-à-dire les navires du roi, et ceux des fidalgos, ce sont les nobles concessionnaires du monopole royal. C'est vraiment ça, l'Estado da Índia. Et ces vaisseaux acheminent marchands, soldats, missionnaires et marchandises d'un port à l'autre de ces carreras da Índia, ces routes de l'Inde, du commerce interasiatique ou eurasien. Et contrairement à ce que feront bientôt d'autres rivaux européens, cet empire des mers ne repose pas sur la possession de territoires, mais sur un réseau commercial au plus proche des zones de production des marchandises et principalement des épices. L'Estado da Índia joue un rôle dans la distribution et non pas dans la production des marchandises. Lisbonne devient le principal centre d'approvisionnement de l'Europe en marchandises venues d'Asie. Et c'est, par exemple, c'est une période où le pepernigrum, donc le poivre, est vendu à moitié prix par rapport à celui d'Alexandrie. Vous voyez qu'il y a là encore une volonté de porter atteinte, là cette fois à l'Égypte mamelouk, usurpatrice des lieux saints. Donc la guerre de religion se fait aussi à travers les épices.
Alors vous voyez ici ces vaisseaux portugais dans l'océan Indien. Ils s'intègrent vraiment dans un réseau cosmopolite. Ils ne sont pas arrivés dans un lieu où il n'existe rien. Il y a déjà des échanges commerciaux très importants. Et ils vont simplement prendre leur place par la force parfois, ou simplement par des traités, par des ententes, puisque un port qui reçoit des marchands, c'est synonyme pour le suzerain de ce port de taxes supplémentaires. Donc souvent, les ports sont bienveillants et accueillent facilement les nouveaux marchands, ces nouveaux marchands arrivés avec la mousson. Alors que se passe-t-il au même moment? Il faut imaginer que cette conquête, enfin cette recherche de la route de l'Inde va conduire un autre marin illustre sur les bords, cette fois non pas de l'Inde, des Indes orientales, mais des Indes occidentales. Je veux parler de Christophe Colomb, qui arrive dans les Caraïbes en 1492, donc avant Vasco de Gama en Inde. Alors il effectuera 4 voyages qui le conduisent toujours entre Bahamas, Cuba, Haïti, jusqu'à l'embouchure de l'Orénoque qu'il va découvrir. Et Christophe Colomb pense jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure, qu'il a découvert l'extension méridionale de l'Asie. Donc vous avez 2 puissances ibériques, les Portugais, les Espagnols, qui vont se disputer en fait ce commerce fabuleux d'Orient. Et pour éviter que ces 2 puissances se fassent la guerre, alors que justement elles viennent de s'émanciper de la présence des Arabes, que déjà les croisades ont affaibli beaucoup l'Europe, pour éviter que ces 2 puissances n'entrent en concurrence, eh bien le pape intervient. Et il va décider, ce pape Alexandre VI, de couper arbitrairement le monde en 2, suivant ce qu'on appelle le traité de Tordesillas. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais je vous le montre ici. Voilà, la ligne de démarcation ici, à l'ouest, donc vers les Indes occidentales. On ne sait pas encore que ce sont les Indes occidentales, on pense que ce sont les Indes orientales, on pense que ce sont les Indes, tout simplement. Et la ligne de démarcation à l'est. Donc, le pape attribue tout ce qui est à l'est aux Portugais et tout ce qui est à l'ouest aux Espagnols. Alors cette ligne de démarcation, elle bougera dans un premier temps, puisque le traité de Tordesillas en 1494 ne prenait pas assez en compte le Brésil qui va être découvert par Cabral en 1500. Donc les Portugais réussiront à faire pousser cette ligne de démarcation de façon à bénéficier du Portugal dans leur giron. Ce monde coupé en 2, il explique encore bien des choses aujourd'hui. Il explique par exemple que l'on parle portugais à Macao, il explique que l'on parle espagnol plutôt en Amérique du Sud, il explique qu'on parle portugais au Brésil, etc. On voit par ce traité que les Espagnols finalement se retrouvent expulsés en gros de ce commerce d'Asie. Alors que vont-ils faire? Que va-t-il se passer? Magellan, pour ça, est un personnage extrêmement intéressant. Contrairement à ce que vous pouvez lire dans beaucoup de livres d'histoire, il n'a pas entrepris de faire un tour du monde. Ça ne lui est pas venu comme ça, une idée de « je vais faire un tour du monde ». Non. En fait, il a proposé d'abord au roi du Portugal, mais le Portugal avait déjà la possession des épices, donc il se retourne vers le roi d'Espagne et il lui propose de trouver une autre route pour aller vers l'extension, je dirais, méridionale asiatique. Et le roi d'Espagne lui accordera la possibilité de monter une expédition pour aller à la recherche de ces fameuses îles aux épices, mais surtout en ne passant pas par les mers qui étaient sous le giron des Portugais. Donc il ne peut pas passer par le cap de Bonne-Espérance, et c'est pourquoi il va partir vers l'Atlantique d'abord, qu'il va découvrir le cap Horn, le détroit de Magellan, qui portera ensuite son nom, et qui va traverser le Pacifique, donc ça c'est un exploit extraordinaire, et qu'il finira par arriver en effet dans les Philippines et non loin des îles des Moluques, mais
sachant qu'il avait participé à la conquête de Malacca en 1511, il va se rendre compte, en arrivant après ce périple extraordinaire, que les Moluques, les fameuses îles aux épices, eh bien, sont dans le giron portugais. Ce qui explique pourquoi il aura cet acte insensé d'aller se battre contre des milliers d'indigènes, enfin de Philippins, on dirait aujourd'hui, je ne sais pas, où il trouvera la mort. Est-ce un suicide? Parce qu'en fait, il a échoué finalement dans sa quête. Voilà, donc ce monde est coupé en deux. Et finalement, ce monde va se connecter extraordinairement. Pourquoi? Parce que, eh bien, aux uns, les richesses de l'Orient, épices en tête, aux autres, les richesses du Nouveau Monde, argent et or. Et tout le commerce d'Asie, depuis les Stados d'India jusqu'aux compagnies des Indes, sera basé sur l'envoi, en fait, l'extraction de ces minerais précieux dans le Nouveau Monde. Ici, vous avez dans la représentation d'une mine au Pérou. Donc, cet argent, il est transformé en piastres espagnoles. C'est les Espagnols qui ont le monopole sur l'Amérique, enfin les Indes occidentales. Cet argent, il est envoyé à Cadix. Et c'est à Cadix, en Espagne, qu'on prend cet argent pour aller l'échanger en Asie contre des épices. Pas directement des épices, mais au moins des textiles indiens qui ensuite pourront être troqués dans les îles aux épices. Voilà. Donc, c'est l'argent de l'Amérique qui finance le commerce d'Orient. Donc, c'est assez extraordinaire de se dire que dès le tout début du XVIe siècle, on a une matrice de la globalisation, puisque vous avez un flux de marchandises, d'argent et d'hommes tout autour du monde. Alors, ces vaisseaux qui ramènent toutes ces marchandises d'Orient à Lisbonne, voilà, on a les épices, les bois tinctoriaux, les drogues, les porcelaines chinoises, puisque les Portugais iront jusqu'en Chine, ils auront l'autorisation de s'installer à Macao en 1557, ils arriveront au Japon en 1543. Donc ce sont les seuls à pouvoir, en raison de ce traité de Tordesillas, exploiter ce commerce. Et je dirais, au cours du XVIe siècle, on est encore dans une Europe catholique qui respecte, je dirais, le traité papal. Par contre, les choses vont commencer à se gâter au cours de ce XVIe siècle avec la réforme qui touche les provinces européennes du Nord. Et là, on se retrouve à nouveau dans un contexte de guerre de religion qui va déboucher sur l'arrivée de nouveaux challengers, en fait, qui vont contester tout simplement le monopole portugais sur ce commerce asiatique. Alors, ça commence dès 1568 avec la rébellion de 7 provinces du Nord, des plats pays, ancêtres des Pays-Bas, qui se révoltent contre le descendant de Charles Quint, Philippe II d'Espagne. Alors, les Pays-Bas sont à ce moment-là sous la suzeraineté de l'Espagne. Alors, quel est le motif de cette révolte de ces 7 provinces? Le refus de l'implantation, enfin, entre autres, c'est le refus de l'implantation dans les Pays-Bas de tribunaux d'inquisition. En conséquence de quoi, l'Espagne envoie l'armée des Flandres dirigée par le duc d'Alva, que combattent en 1579 les provinces insurgées regroupées dans l'Union d'Utrecht sous la conduite de Guillaume d'Orange. Alors Amsterdam contribue alors fortement au financement des troupes orangistes, mais depuis que la couronne du Portugal est associée à celle d'Espagne, en effet Philippe II monte sur le trône du Portugal en 1581, puisqu'il n'y a pas d'héritier, il y a une crise dynastique, eh bien les revenus du port d'Amsterdam liés au commerce des épices dans l'Europe du Nord, puisque les marchands d'Amsterdam allaient à Lisbonne chercher les épices pour les revendre dans l'Europe septentrionale, eh bien, en fait, on refuse à Lisbonne l'arrivée de ces vaisseaux des provinces réformées, et surtout de ces provinces qui se rebellent contre les Espagnols. En 1582, 7 provinces réformées des Pays plats
des plats pays arrachent leur indépendance à la couronne d'Espagne. Ces derniers sont soutenus par l'Angleterre, qui est aussi réformée, et la reine Élisabeth Ier. D'ailleurs, une flotte maritime très célèbre, l'Invincible Armada, venue réaffirmer la souveraineté espagnole et catholique sur les provinces septentrionales, est défaite en 1588 par les Anglais, surtout par la tempête. Et l'affrontement et les blocus portuaires qui en découlent vont conduire les Hollandais et les Anglais, confrontés à une pénurie de marchandises, à aller quérir eux-mêmes les précieuses richesses d'Asie. Donc, à bien y observer, on retrouve les mêmes motivations et le même processus, en fait, qui ont poussé les Portugais sur la route des épices, à savoir s'émanciper d'un monopole de commerce aux mains d'une puissance religieuse ennemie dans un contexte de guerre de religion. Donc, les marins de l'Europe du Nord avaient recherché un passage par le nord, mais évidemment, ce sera un échec. Donc, dans le dernier tiers du XVIe siècle, des expéditions maritimes commerciales sont initiées dans l'Europe du Nord à destination des Indes orientales. Alors, ce sera aidé par la publication en 1596 à Amsterdam de l'Itinerario de Jean Huygens van Linschoten. C'est un agent qui était au service des Portugais en Inde et qui, dans ce contexte de guerre de religion, passe du côté des Hollandais, et il va publier les cartes et les secrets de la navigation dans l'océan Indien que possédaient les Portugais. Alors, qu'est-ce qu'il décrit un estado da India miné par la vénalité de ses dignitaires, l'orgueil de sa noblesse et l'affront de ses colons. Et la vénalité de ces dignitaires, on la trouve notamment dans le commerce qu'ils font, le commerce privé des épices, puisque celui-ci est très lucratif, comme je vous l'ai dit, et finalement, au lieu de servir les intérêts commerciaux de l'Estado da India, ils serviront leurs propres intérêts grâce à ce commerce. Alors, ces expéditions qui sont envoyées vers l'Asie à la recherche des épices sont longues, risquées, coûteuses en vie et en argent. Il faut imaginer que les bateaux et les équipages partent en moyenne pour un voyage aller-retour qui dure 2 ans. Et pour citer Frédéric de Houtman, un des marins hollandais célèbres, et pour vous dire ce que pouvaient représenter ces voyages maritimes, voici une de ces citations que j'aime beaucoup. « Qui n'a pas voyagé en mer ne sait pas ce qu'est la peur. » Donc, pour que ces aventures périlleuses se transforment en succès, négociants et armateurs isolés de pays de l'Europe du Nord se réunissent en compagnie de négoces maritimes, et ces initiatives privées rejoignent bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, l'intérêt des États bien décidés à contester la domination ibérique sur le terrain du commerce international et plus particulièrement celui d'Asie et des épices. Ces entreprises obtiennent de leurs gouvernements respectifs des privilèges qui rendent plus aisée leur activité commerciale et la levée de capitaux. Surtout, elles se voient confier des monopoles de commerce sur d'immenses territoires en Afrique, en Amérique et en Asie. C'est ainsi que naissent les premières compagnies des Indes. La première, c'est l'East India Company en 1600 en Angleterre. La VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la Verenigd Oost-Indische Compagnie, est créée en 1602 dans les futurs Pays-Bas. Idem au Danemark, une compagnie danoise est créée en 1612. En Suède, ce sera plus tard, ce sera 1731. L'Asie, alors, ces compagnies des Indes, elles ont un mode opératoire qui va être le même. En fait, elles vont se lancer à la conquête des comptoirs, des loges portugaises. C'est vraiment, elles vont en fait prendre la place des Portugais qui ont déjà initié tout ce commerce d'Asie. Alors, elles ont un mode opératoire qui est sensiblement le même. Des ports d'Europe sont dédiés à ces activités et se spécialisent dans la construction navale de vaisseaux de commerce armés de canons, au tonnage de plus en plus élevé, capables de résister aux longs voyages. Ces ports assurent également le recrutement des marins, l'armement et le désarmement des navires.
Et c'est par ces ports que transitent, au départ comme à leur retour, les marchandises et les hommes à destination des comptoirs des compagnies. Les vaisseaux en route vers l'Asie peuvent compter sur un appui logistique de quelques enclaves européennes situées non loin de la pointe sud de l'Afrique. Alors, pour les Anglais, ce sera Sainte-Hélène. Pour la VOC, donc la compagnie hollandaise, ce sera le Cap que vous avez ici représenté sur cette porcelaine dite des compagnies des Indes, donc faite en Chine, à l'intention des Européens. Donc là, c'est la baie de la Table que l'on identifie, et tous ces Indiamen, donc ces vaisseaux des compagnies des Indes, là, sont au mouillage devant la baie de la Table. Le Mozambique, c'est l'escale pour les Portugais, et plus tard, les îles Mascareignes, ce sera l'escale pour les Français. Alors les îles Mascareignes, il faut imaginer ce sont des îles vierges au démarrage. Elles seront peuplées par cette aventure des Européens vers les Indes. Curieusement, les Portugais et les Hollandais, alors qu'ils précèdent les Français, parce que je ne vous ai toujours pas parlé des Français, mais parce que les Français n'interviennent que extrêmement tard dans cette histoire, 1664. Vous voyez que Vasco de Gama est arrivé en 1498 en Inde, et la première compagnie est créée en 1600. Donc les Français pourront bénéficier de l'escale de l'île Bourbon, c'est l'île de la Réunion aujourd'hui, et l'île de France, l'île Maurice, que les autres ont finalement délaissé. Alors, dans ces escales, il faut compter presque 4 mois de mer encore au XVIIe siècle pour faire le trajet, par exemple, entre l'Orient et les Mascareignes, 4-5 mois de mer. Donc dans ces escales qui sont fondamentales, eh bien, on y répare les vaisseaux, les hommes sont soignés, de l'eau et des vivres frais sont embarqués. Une fois l'océan Indien traversé, les vaisseaux se dirigent vers quelques ports ou mouillages à proximité des zones de production ou d'achalandage des marchandises désirées. Donc ça va être la côte de Malabar, évidemment, pour le poivre. C'est la première grande zone de production du poivre. On trouvera en Inde également du salpêtre, d'autres épices également, comme le curcuma, et surtout les fameux textiles indiens. Les Hollandais, principalement, iront vers Ceylan, où étaient installés les Portugais également, parce que c'est l'île où est produite la cannelle, mais aussi les perles, qui interviennent énormément dans ce commerce d'Asie. Tous les bijoux que vous voyez sur les tableaux des 15e et 16e siècles, tous ces bijoux de perles toutes ces perles proviennent en fait principalement de Ceylan. On ira chercher aussi les kauris des Maldives, qui sont très importants et qui deviendront très importants dans le commerce de traite, qui va se développer aussi concomitamment au commerce avec les Indes orientales et surtout les Indes occidentales. On ira chercher le teck et le rotin au Pégou, mais aussi les pierres précieuses. C'est le Myanmar aujourd'hui. Le Siam produit le gingembre, les clous de girofle, la muscade et le massis, je vous l'ai dit, c'est dans les Moluques, les porcelaines, la soie et le thé en Chine, pour ne citer que les plus importantes. Alors, il s'agit à chaque fois, qu'est-ce que vont chercher les Européens? Ce sont des plantes ou des marchandises, des plantes qui ne peuvent pas pousser dans nos climats septentrionaux, ou bien des marchandises dont on ignore en fait le processus de fabrication, hormis la soie peut-être. Mais les porcelaines, il faudra attendre le début du XVIIIe siècle pour que le secret de la fabrication de la porcelaine soit trouvé. Les lacs de Chine, c'est la même chose. Il faudra attendre assez tardivement, 1730 je crois, pour que le premier vernis Martin soit créé en France. Voilà, ce sont donc... Et puis, j'allais oublier les Indiennes, mais je vous en parlerai tout à l'heure, le coton tissé et imprimé, on en ignore également le processus de fabrication en tout cas en France, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc ce sont des marchandises qu'on ne sait pas produire, c'est ça qui nous intéresse. Et au début du XVIIe siècle, au moment de la création de ces compagnies des Indes, les Européens ne représentent pas une réelle menace en Asie en raison de leur faible numéraire, en fait, de leur faible nombre.
Et puis, on a aussi, à cette même époque, l'affaiblissement du pouvoir central. L'Inde moghole va commencer à se déliter après le règne d'Aurangzeb, qui s'achève en 1707, et où on va voir des royaumes émerger, sachant que l'Inde du Sud était restée indépendante. Et cette instabilité de l'Inde va vraiment favoriser l'implantation de tous les agents des compagnies européennes. Et d'ailleurs, des nombreux conflits de succession auxquels s'ajoutent les raids guerriers des Marathas dans tout le pays vont être exploités en fait par les agents des compagnies des Indes qui vont offrir à certains suzerains des protections et même des offensives militaires en échange d'avantages territoriaux synonymes de taxes et d'exclusivité commerciale. C'est comme ça que les Européens prennent place en Asie, en Inde principalement. Sur les côtes et au Bengale, les Européens se disputent loges et comptoirs au plus près des marchandises. Et tout comme les Portugais l'avaient fait avant eux, ils vont s'insérer dans un réseau commercial interasiatique développé au sein de sociétés politiques généralement favorables aux échanges, synonymes de prospérité. Et là aussi, comme les Portugais avant eux, les Européens s'imposent par la violence dans quelques petites places fortes du littoral asiatique. Alors, l'arrivée de ces Européens va entraîner, dans ces lieux très cosmopolites, guidés souvent par les mêmes intérêts, va entraîner l'émergence en fait d'une société métisse, pluriculturelle, au carrefour des civilisations persanes, hindoues, juives, chrétiennes, musulmanes. Et c'est vraiment une société qui est caractéristique des sociétés de comptoir qu'ont engendré les compagnies des Indes. Avant eux, les Stados d'India, mais les compagnies des Indes vont avoir un effet catalyseur. Et ce pluriculturalisme s'incarnera évidemment dans les objets qui seront créés à l'intention des Européens. Mais ça, ce serait l'objet d'une autre conférence. Alors, revenons aux épices. À partir du XVIIe siècle, un basculement va s'opérer en faveur des Hollandais. Ils chassent peu à peu les Portugais des comptoirs où ils se sont installés en Asie, et ils vont surtout concentrer leurs efforts sur les îles aux épices. La politique commerciale extrêmement offensive de la VOC trouve sa parfaite expression dans le monopole de commerce qu'elle conquiert sur le clou de girofle, la muscade, le massis et la cannelle. Elle contraint, par des actions armées au besoin, le roi de Candie à Ceylan, le sultan de Ternate, suzerain des Moluques, le prince Hadji de Bantam, à garantir le monopole des épices contre une protection militaire. Les premiers vaisseaux hollandais arrivent à Amboine en 1599. Alors là, je vous montre une carte de l'Inde, la côte de Malabar. En fait, si vous pouviez voir de près, on se rend compte que tous les petits noms, ce sont quasiment des forts hollandais. Les Français s'installeront plus tard à Mahé, mais ce sera très difficile de résister en fait à la pression des rivaux, des concurrents européens. Alors ici, Surat, c'est un des ports importants pour le commerce des compagnies des Indes. Ça va être le premier port où tous les Européens iront. Les Français s'y installeront, mais ne l'exploiteront que très peu. Voilà, ici c'est une représentation du XIXe siècle de Ceylan. Donc Ceylan est importante pour la cannelle, hein, je vous l'ai dit, c'est même fondamental. Voici un exemple d'une installation de la VOC, de la compagnie hollandaise, dans le Bengale. Le Bengale est important pour les toiles de mousseline, principalement pour le salpêtre. Vous voyez que ils reproduisent en fait ce qu'avaient fait avant eux les Stados d'India. Hein. Ce sont des petits campements dirigés par une poignée d'Européens. Voici donc une gravure qui représente la production des épices. On aperçoit des poivriers et différentes épices. On voit ici que ce personnage est un Européen et peut-être un Hollandais qui vient vérifier la production dans les îles aux épices. Donc en Boine, je cherche ma carte. Voilà. Ces îles aux épices, elles sont situées. Alors,
Donc vous voyez une vue générale des Indes orientales, comme on les appelle à cette époque. Et ici, vous avez à gauche Java, pour vous situer, ici Sumatra. C'est à Sumatra que la Compagnie des Indes hollandaises va implanter sa capitale, c'est Jakarta, aujourd'hui appelée alors Batavia. Je vous avais montré une gravure représentant le début de l'installation hollandaise. Et ce qui est important, vous voyez, ce sont ces Moluques. J'ai perdu ma souris. Ah oui, ici. Et puis, on va se rapprocher, encore une fois, pour voir l'île d'Amboine, ici, et l'île Ternate, ici, qui seront vraiment essentielles dans ce commerce. Donc, les premiers vaisseaux hollandais atteignent Amboine en 1599. Au départ, les Hollandais sont bien accueillis, car ils sont vus, là aussi, comme des alliés dans la lutte contre les Portugais, qui étaient là avant eux. Et d'ailleurs, les Hollandais vont porter le fer contre les Portugais. Et en 1605, ils prennent le fort d'Amboine aux Portugais. Les populations promettent de leur réserver leur production d'épices. Amboine est constituée de 2 péninsules, la partie ouest. Par contre, elle était sous la domination du sultan de Ternate, qui lui-même était à l'époque sous domination des Espagnols, puisque je vous ai dit, ils avaient fait le tour par le Pacifique, ils se sont installés dans les Philippines, les Espagnols. Les habitants de cette petite partie ouest d'Amboine, à Aumale, je pense que ça se dit comme ça, se soulèvent contre la compagnie hollandaise en 1650 et massacrent les Hollandais qu'ils peuvent trouver. Et cette action va donner le prétexte à la VOC pour mener une politique répressive extrêmement violente. Les camps vont s'affronter et la victoire hollandaise va déboucher sur la dépopulation de la presqu'île de Ouamal. Et non content d'avoir expulsé les populations de cette partie d'Amboine, la VOC va détruire tous les muscadiers de cette partie de l'île. Et selon une expression, on dit que la presqu'île de Ouamal devient un désert pour l'éternité. Le sultan de Ternate, lui aussi, s'est engagé à faire respecter l'exclusivité de la vente aux Hollandais et doit assumer les campagnes d'éradication des jeunes pousses de muscadiers. Alors, les populations même sont invitées à participer à la surveillance et au repérage en fait, des muscadiers qui ne seraient pas sous contrôle hollandais, en échange de quoi on leur offre une pièce d'indienne, c'est-à-dire une pièce de textile de coton coloré, en échange de leur signalement. Et ainsi, afin de contrôler parfaitement la production de ces épices, les agents de la VOC vont réduire la culture des clous de girofle aux seules îles d'Amboine et celle de la muscade aux îles Banda. Donc ils vont détruire, il faut imaginer, tous les girofliers et les muscadiers qu'ils ne pourront pas contrôler. Et ils seront très féroces dans cette action. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé en Amboine en 1650, mais déjà en 1621, afin de réprimer des ventes illégales de muscade par les habitants de Banda, Jean Peterson Cohen dirige 1200 soldats dans une expédition punitive au cours de laquelle sont massacrés ou réduits en esclavage près de 15 000 Bandanais. Donc ça ne se faisait pas toujours dans la facilité. Et voilà, ces exactions, elles sont toujours connues aujourd'hui des habitants de ces îles. Les îles aux épices sont gardées, selon l'expression de certains historiens, comme des coffres-forts. Des points de surveillance rendent inaccessible leur accès aux autres navires européens. Et afin de garder élevé le cours des épices à Amsterdam, la VOC préférera brûler une récolte plutôt que de la céder à bas prix. Ou alors elle va la conserver très longtemps. On a un exemple d'une récolte qui ne sera mise en vente que plusieurs dizaines d'années plus tard. Donc évidemment, la VOC possède le monopole sur les épices les plus chères. Donc, les autres nations vont bien entendu essayer de détrôner les Hollandais dans ce monopole, mais ce sera en vain que la compagnie française notamment tentera de prendre pied dans les îles aux épices plus tard. Alors ce sera possible
Ça finira par arriver en 1760. Vous connaissez tous ce fameux Pierre Poivre qui va monter des expéditions pour aller chercher plusieurs milliers de pieds de muscadier et des clous de girofle. Alors, ces aventures sont assez rocambolesques. Il finira par les implanter à l'Île-de-France et à Bourbon. Mais en 1760, la valeur de ces épices a considérablement diminué. On est presque à la fin de l'aventure des compagnies des Indes. Donc, ce ne sera pas très profitable pour la France. Et donc, la France sera toujours exclue de ce commerce des épices les plus rentables. Là, je vous montre un petit peu ce à quoi pouvaient représenter ce à quoi pouvaient ressembler ces comptoirs hollandais en Inde au XVIIe siècle. Alors voilà, l'île de Bantam, qui est un moment, c'est un endroit important où les Européens pourront quand même essayer d'aller chercher des épices qui seront amenées jusque Bantam par la contrebande. Mais Bantam tombera de toute façon aux mains des Hollandais très rapidement aussi. Voilà le fort d'Amboine, la ville d'Amboine, donc au XVIIe siècle. Donc là, Amboine, on est chez les Hollandais. Et nous avons au musée de la Compagnie des Indes cette petite encoignure d'angle qui est une petite armoire à épices. Vous voyez, elle est frappée de l'acronyme de la compagnie hollandaise, VOC, et elle imite une laque asiatique. Bon, cela dit, c'est un objet qui a été réalisé en Europe, peut-être à Anvers, puisqu'au dos de ce petit meuble, on a une signature marquée Spielborg, si j'ai bien lu, Antwerpen, pour Anvers. Et Anvers était un lieu très important pour la revente des épices. Et sur la porte, sur le battant de la porte, vous avez un personnage qui semble porter un vêtement asiatique. Il désigne une habitation, enfin des bâtiments qui ont des toitures recourbées, qui peuvent également faire penser à une habitation asiatique. Et surtout, devant, ce qui semble être une île, ou en tout cas un rivage, vous avez un Indiaman, c'est-à-dire un bateau de la Compagnie des Indes hollandaise, armé de ses canons. Vous voyez, là, ce sont les canons. Les pavillons sont là aussi, alors il faut me croire sur parole, frappés du sigle de la VOC. Et donc on peut imaginer que c'est la représentation justement de cette expression des îles protégées comme de coffres-forts, puisque là on a un Indiaman armé, sans doute protégeant un lieu de production des épices. Alors ce monopole des épices sera régulièrement remis en jeu. Enfin, les autres Européens essaieront évidemment d'y participer et ça donnera lieu à de nombreuses confrontations armées. Ici, je vous montre un exemple de ce qui a pu se passer devant ces comptoirs, donc des vaisseaux européens qui s'affrontent, qui essayent de détrôner en fait les autres Européens. Alors, et les Français dans tout ça, parce que je vous ai surtout parlé des Hollandais. Les Anglais s'installeront, eux, plutôt en Inde. Eh bien, il faut attendre Colbert en 1664 pour que la première compagnie française des Indes soit créée. Voilà, il souhaite rétablir le commerce. Et qu'est-ce que sera que cette compagnie des Indes? C'est un instrument de l'État destiné à accroître sa puissance, et son objectif est double. Il faut assurer la richesse du royaume en captant les bénéfices du commerce international, et il faut aussi étendre son territoire par une politique de colonisation. Vous voyez, là, on n'est plus du tout dans l'objectif de l'Estado da India. La compagnie jouit du monopole de commerce, du droit de propriété des terres occupées, du droit de justice souveraine, du droit d'armer des navires de commerce et de guerre, du droit d'établir des garnisons et de celui de battre monnaie. Donc voilà, ce sont des pouvoirs régaliens extrêmement importants. C'est la compagnie d'État. Le roi lui promet d'employer les armes si nécessaire pour la maintenir dans la liberté de commerce et de faire escorter les navires en Europe et même jusqu'aux Indes si nécessaire. Alors, on lui désigne un territoire d'action théorique, donc la côte d'Afrique, Madagascar et les îles voisines, l'intérieur de la mer Rouge, les côtes arabes, les côtes de Malabar et de Coromandel en Inde, ainsi que le Bengale, la Chine et le Japon. Voilà. C'est ce qu'on attribue en 1665 à la compagnie comme terre à exploiter. La réussite de ce commerce
implique évidemment l'établissement d'une base portuaire. En 1666, c'est le dessein de Colbert, il veut rétablir une grande marine royale, au même moment il crée Rochefort, et en 1666, le territoire que vous avez sous les yeux est désigné pour accueillir le centre opérationnel maritime de la Compagnie des Indes. Donc vous avez ici Port Blavet à l'époque, qui deviendra Port Louis, et en face, c'est le territoire où se développera la ville de Lorient. Mais lorsque la compagnie, on lui attribue ce territoire, eh bien, il n'y a encore rien. Le territoire est intéressant parce que ce lieu n'est pas très loin de Nantes, pour y porter les marchandises qui seront vendues au retour d'Asie. Il est protégé naturellement par l'île de Groix, qui est juste quelques kilomètres devant l'entrée du Blavet. L'entrée de ce lieu qui permet d'accueillir des vaisseaux en eau profonde est protégée par la citadelle, que vous avez ici sous les cieux, et dans laquelle, là voilà, on pénètre dans la citadelle, dans laquelle se trouve le musée de la Compagnie des Indes. Donc, en quelques années, la Compagnie des Indes va installer donc, sur ce territoire, vous voyez, la citadelle est ici, là c'est l'île de Groix, voilà, ici c'est l'Armor-Plage, pour ceux qui connaissent, l'îlot Saint-Michel, et voilà les terres vaines et vagues qui avaient été attribuées à la Compagnie des Indes. Elle y construit... combien de temps ? Ah, 5 minutes, mon Dieu. Bon, d'accord. Tout ce dont elle a besoin. Voilà, donc je vais faire très vite. Donc l'Orient va prendre le nom du lieu vers lequel sont expédiés les vaisseaux. Donc en un siècle, elle passe de 0 habitant à 20 000 habitants. Voilà. Donc l'Orient restera le port de retour des marchandises d'Asie jusque 1795. Alors, je n'ai pas le temps. Voici ce qui reste de la Compagnie des Indes. Voici un vaisseau. Donc à nouveau Surat, voilà. Pondichéry, ce seront, je vous montre ces comptoirs principaux, Chandernagore pour l'étoile blanche, Masulipatam, Yanao. Alors, puisque c'est notre sujet, la Compagnie des Indes, vous l'avez compris, elle va pouvoir bénéficier un peu du commerce du poivre, mais ça ne représentera jamais que 14% de la valeur des marchandises qui seront amenées à l'Orient. Donc le commerce des épices, vous l'avez compris, échappe globalement, puisque la cannelle est aux mains des Hollandais, qui sont implantés à Ceylan, et je vous l'ai dit et répété, la muscade et le girofle est aux mains également des Hollandais. Restait le poivre. Alors, pour acheter ces épices, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut du commerce du textile indien. Et les Indiens ont découvert fortuitement, enfin empiriquement, la manière de tisser le coton, qui est une plante originaire de l'Inde, et surtout de l'imprimer. Alors voilà une mousseline très fine, je suis désolée, je vais aller très vite. Donc ils savent imprimer sur coton, je vous montre ça, ce que l'Europe ne sait pas faire. Et c'est en voulant acheter ces épices qu'on va acheter d'abord, les Portugais vont être les premiers à acheter ces textiles de l'Inde pour les troquer dans les îles aux épices. Et c'est ça qui sera l'Eldorado de la Compagnie des Indes, puisque c'est à partir de 1660 que ces textiles découverts fortuitement vont commencer à séduire le marché européen, à partir du moment où en fait les Anglais, qui sont déjà très présents en Inde, vont demander aux producteurs indiens de produire pour le goût européen. Et 1660, on est quelques années avant l'arrivée de la Compagnie française, et donc finalement elle va arriver au moment même où les Indiennes, ces toiles de coton imprimées sur coton, avec la racine de la garance et le bleu de l'indigo, vont créer une mode extraordinaire en Europe, à tel point que ces marchandises vont s'arracher en Europe, littéralement, et qu'elles vont produire une concurrence qui sera jugée déloyale par rapport à la production et l'artisanat textile français, au point que très vite, le gouvernement français va décréter une prohibition totale, en 1689,
de l'importation de ces indiennes, mais aussi du port des indiennes en France et de la création des indiennes, puisque évidemment on va essayer de démarrer l'indiennage. Donc cette prohibition sera de toute façon alimentée par une contrebande fabuleuse, organisée par les marins même de la Compagnie des Indes. Et voilà, je vous montre quelques exemples d'indiennes du musée de la Compagnie des Indes. Donc ces textiles colorés ne pourront plus être importés directement en Europe. Alors, vous voyez ce qui séduit, hein, c'est les coloris, le caractère exotique, et puis le coton, c'est facilement lavable, donc c'est hygiénique. Donc c'est ça qui plaît aux Européens. Et finalement, je vais remonter en arrière, c'est ça qui va surtout faire la richesse de la compagnie française. Ce sont les toiles de coton blanches qui vont être importées en masse à l'Orient. Et on le sait peu, mais 75% des marchandises provenant des Indes orientales sont des textiles de l'Inde et principalement des cotons blancs qui servent à faire quoi? Qui servent à faire des chemises, des nappes, des langes pour enfants, tout un tas d'objets en fait qui vont dégager eux aussi des bénéfices considérables en fait qui sont aussi des produits d'un lucre important. Voilà. Donc, puisque j'avais que quelques secondes pour conclure, c'est ça. Voilà, c'est par ce commerce des épices indirectement que la compagnie française pourra devenir bénéficiaire, mais sur un temps très court, hein, puisque la première compagnie des Indes, celle de Colbert, qui dure de 1664 à 1719, ne sera pas très prospère. Il faudra attendre la réforme d'Ory en 1730, et le moment où on va donner un caractère purement oriental à la compagnie des Indes, c'est-à-dire qu'on va lui demander de ne faire que le commerce de l'Inde et de la Chine, pour qu'elle puisse un peu rivaliser avec ses concurrentes européennes, et surtout hollandaises et anglaises, qui sont les deux grandes compagnies des Indes. Mais la compagnie des Indes française n'atteindra jamais, je dirais, l'efficacité de l'une ou l'autre de ces compagnies des Indes. Je crois qu'il faut que je termine là. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. C'est le Labo des Savoirs.